Personne n'avait prévu que l'avertissement tomberait avec une telle netteté à Bamako. Plus de 2 millions de personnes sont déjà déplacées qu'au Sahel, et pourtant le message entendu ce jour-là suggérait que cette trajectoire pourrait encore s'assombrir à mesure que alliances, violences et intérêts stratégiques se croisent. Que signifie cette alerte pour ceux qui vivent loin du Sahel, et pourquoi Ibrahim Traoré estime-t-il que le moment actuel dépasse une crise ordinaire pour devenir un seuil historique à ne pas manquer ? À ce stade, un basculement discret mais décisif se dessine. Cette analyse ne cherche pas à prédire une catastrophe ni à défendre un camp. Elle vise à clarifier ce qui est réellement en jeu lorsque l'Afrique de l'Ouest parle aujourd'hui de sécurité, de souveraineté et de choix stratégiques. L'enjeu est simple à formuler, comprendre maintenant évite de subir plus tard. Au cœur de ce moment se trouvent des décisions prises hors caméra, des alliances redéfinies sans consensus global et une fatigue profonde des sociétés locales face à des modèles de sécurité qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ce contexte explique pourquoi certains discours, autrefois marginaux, résonnent désormais largement, y compris auprès de populations qui n'avaient jamais remis en cause l'ordre régional existant. Ce qui se joue dépasse un pays ou un sommet. Il s'agit d'un test grandeur nature. Les États du Sahel peuvent-ils reprendre l'initiative sans provoquer une spirale de pression extérieure et de fractures internes ? Et si l'alerte portée par Ibrahim Traoré est prise au sérieux, quelles conséquences cela implique-t-il pour la région, mais aussi pour ceux qui l'observent à distance ? Plus de 2 millions de personnes ont déjà été déplacées par la violence dans le seul Burkina Faso. Et le Sahel concentre désormais près de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne décrivent pas une crise isolée, mais le symptôme avancé d'une phase plus dangereuse encore. Son avertissement part d'un constat souvent négligé. L'instabilité actuelle n'est pas née soudainement. Elle s'est construite par strates successives, accélérée après 2011, lorsque l'effondrement de la Libye a libéré des flux d'armes et de combattants à travers le Sahara. Ce qui n'était au départ que des attaques ponctuelles se sont progressivement transformées en une insurrection régionale touchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dépassant les capacités de réponse classiques des États. Cependant, Ibrahim Traoré insiste sur un élément central. Cette dynamique ne s'explique pas uniquement par la faiblesse locale. Des années de missions étrangères fragmentées ont créé une dépendance sécuritaire sans victoire décisive. À chaque retrait partiel, un autre acteur est intervenu avec une stratégie différente, laissant derrière lui des vides que les groupes armés ont rapidement exploités. L'instabilité s'est ainsi installée dans les interstices des agendas concurrents. À cela s'ajoute une donnée structurelle lourde. Le Sahel repose sur des ressources stratégiques majeures. Or, uranium, lithium et autres minéraux essentiels aux technologies modernes. Lorsque les dispositifs sécuritaires se recomposent autour de régions aussi riches, la géopolitique devient rarement neutre. Les intérêts s'alignent, se déplacent, parfois se heurtent, souvent loin des regards publics. C'est dans cette convergence que Ibrahim Traoré situe le cœur du danger. Selon lui, la région n'entre pas simplement dans une nouvelle vague de violence, mais dans un moment où pressions extérieures, fragilité interne et enjeux économiques se renforcent mutuellement. La question n'est donc plus de savoir si le Sahel est instable, mais pourquoi cette instabilité s'intensifie précisément maintenant et à qui elle profite réellement. Pour comprendre comment cette dynamique abstraite se traduit concrètement, il faut quitter les salles de sommet et regarder ce qui se passe au niveau local. Dans plusieurs zones du Sahel, les premiers effets ne prennent pas la forme de grandes batailles, mais de transformations silencieuses du quotidien. Des villages autrefois ouverts se replient, les marchés fonctionnent sous protection armée, les routes se vident dès la tombée de la nuit. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de cristallisation plutôt que comme une exception. Son discours ne se limite pas à une dénonciation géopolitique. Il s'appuie sur des réalités que beaucoup reconnaissent déjà. Pour les populations exposées en première ligne, la sécurité n'est pas une notion théorique, mais une condition préalable à toute vie sociale normale. Quand elle vacille,
tout le reste suit. Les premiers impacts sont institutionnels. Les autorités locales perdent progressivement leur capacité d'action, non par effondrement brutal, mais par érosion. Les commissariats deviennent des forteresses défensives plutôt que des services publics. Les écoles ferment plus tôt ou cessent de fonctionner. Cette contraction lente crée un sentiment d'abandon qui précède souvent les ruptures politiques majeures. À cela s'ajoute un effet psychologique immédiat. L'incertitude permanente réduit l'horizon des décisions individuelles. Les familles retardent les investissements, les jeunes cherchent des issues ailleurs, et la confiance collective s'amenuise. Ce climat n'est pas encore celui d'un chaos généralisé, mais il prépare le terrain à des évolutions plus radicales. C'est précisément ce stade intermédiaire que l'avertissement met en lumière, un moment où tout semble encore réversible, mais où chaque choix ou chaque absence de choix pèse déjà lourdement sur la trajectoire à venir. Au départ, la rupture semblait limitée et presque administrative. Le retrait progressif de cadres sécuritaires anciens a été présenté comme un ajustement technique, une réévaluation de partenariats devenus coûteux et inefficaces. Puis, presque immédiatement après, les conséquences ont commencé à s'enchaîner, plus vite que prévu, plus largement que redouté. D'abord, les alliances régionales ont basculé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont acté leur sortie des cadres de sécurité traditionnels pour former l'Alliance des États du Sahel. Ce choix, perçu à l'extérieur comme un geste de défi, a été vécu à l'intérieur comme une tentative de reprise de contrôle. Ibrahim Traoré a présenté cette décision non comme une rupture idéologique, mais comme une réponse à une décennie de résultats jugés insuffisants sur le terrain. Ensuite, le rythme des attaques s'est accéléré, non pas de manière chaotique, mais selon des schémas de plus en plus coordonnés. Des zones jusque-là relativement épargnées ont été touchées presque simultanément, franchissant des frontières autrefois considérées comme secondaires. Cette synchronisation a renforcé l'idée que la violence ne suivait plus seulement des logiques locales. Dans le même temps, un autre front s'est ouvert, moins visible mais tout aussi structurant. Les récits ont commencé à circuler en ligne, souvent dans plusieurs langues, mettant en cause la légitimité des nouvelles autorités, amplifiant les tensions communautaires et décrivant les choix souverains comme des menaces pour la stabilité internationale. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point, ces narratifs ne ressemblaient pas à des réactions spontanées, mais à une guerre de l'information menée avec méthode. Puis sont venues les pressions économiques discrètes. Autour des sites miniers, des négociations ont repris à huis clos. Des entreprises étrangères ont manifesté un intérêt accru pour l'or, l'uranium et d'autres ressources stratégiques, précisément au moment où les États étaient absorbés par des urgences sécuritaires. Le calendrier a interpellé. La coïncidence a cessé d'en être une. À mesure que ces éléments se combinaient, le ton des avertissements s'est durci. Lors de son intervention à Bamako, Ibrahim Traoré a décrit cette séquence comme un basculement. On ne parlait plus d'une série de crises distinctes, mais d'une dynamique cumulative. Retrait sécuritaire, recomposition des alliances, montée des violences, pression informationnelle et enjeux miniers formaient désormais une même trajectoire. Le point culminant est venu avec une formule qui a figé l'audience. Ce qui se préparait, selon lui, n'était pas une nouvelle saison de conflit, mais une période prolongée d'érosion coordonnée. Un moment où l'instabilité devient un outil utilisé pour affaiblir la capacité de décision des États au moment précis où ils cherchent à redéfinir leurs priorités. Cette chronologie éclaire la logique de l'alerte. Ce n'est pas la violence seule qui inquiète, mais sa synchronisation avec des choix politiques et économiques majeurs. Dans cette lecture, chaque événement pris isolément paraît explicable. Mis bout à bout, il dessine une trajectoire beaucoup plus lourde de conséquences. Au point de départ, la violence au Sahel était fragmentée et géographiquement limitée. Aujourd'hui, elle s'est étendue au point que la région concentre près de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde. Ce passage d'un phénomène localisé à une dynamique dominante constitue, pour Ibrahim Traoré, l'indicateur le plus clair d'un changement de phase. Un premier chiffre structure l'alerte. Plus de 2 millions de personnes
ont déjà été déplacés par les violences dans le seul Burkina Faso, ce volume ne traduit pas seulement une crise humanitaire. Il signale une pression continue sur les institutions, les réseaux économiques et les solidarités sociales. Quand des déplacements atteignent cette ampleur, les États ne gèrent proche plus des urgences ponctuelles, mais une reconfiguration durable de leur territoire humain. Un second indicateur réside dans l'évolution temporelle. Depuis 2011, date souvent citée comme point de bascule après l'effondrement libyen, les attaques armées sont passées d'événements sporadiques à une insurrection régionale persistante. Cette durée compte autant que l'intensité. Une violence qui s'installe sur plus d'une décennie n'érode pas seulement la sécurité. Elle transforme les comportements, les attentes et la tolérance collective à l'instabilité. Le troisième élément chiffré concerne la diffusion géographique. Les zones touchées ne se limitent plus qu'aux foyers initiaux. Des régions auparavant considérées comme périphériques sont désormais intégrées aux trajectoires des groupes armés, souvent de manière quasi simultanée à travers plusieurs pays. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation constitue une rupture par rapport au cycle précédent où les violences progressaient plus lentement et de façon moins coordonnée. Ces données prennent un sens particulier lorsqu'elles sont mises en relation. Une population déplacée en millions réduit la base fiscale et fragilise la gouvernance locale. Une insécurité persistante sur plus de 10 ans use les capacités militaires sans offrir de victoire décisive. Une extension territoriale rapide complique toute réponse strictement nationale. Pris ensemble, ces facteurs expliquent pourquoi les approches antérieures ont produit de l'endurance, mais pas de stabilisation. C'est ici que Ibrahim Traoré situe le cœur de son diagnostic. Les chiffres ne servent pas à dramatiser, mais à montrer que la région a dépassé le seuil où des ajustements marginaux suffisent. Lorsque la violence atteint une telle échelle, chaque retard stratégique amplifie mécaniquement le coût humain, économique et politique. Dans cette lecture, la question n'est plus de savoir si la situation est grave. Les données l'indiquent donc déjà. La question devient de déterminer si ces tendances vont continuer à s'aggraver par inertie ou si elles peuvent encore être infléchies par des choix coordonnés avant que les chiffres de demain ne rendent toute correction beaucoup plus coûteuse. Un premier argument souvent avancé par les critiques consiste à dire que la montée des violences au Sahel n'a rien d'exceptionnel. Selon cette lecture, la région traverse simplement un cycle supplémentaire d'instabilité, comparable à d'autres périodes de tension postcoloniales. Les groupes armés, affirme-t-il, prospèrent surtout sur des faiblesses internes anciennes, pauvreté chronique, gouvernance inégale et frontières difficiles à contrôler. Dans cette optique, parler d'une phase nouvelle ou coordonnée relèverait davantage de la rhétorique politique que d'un diagnostic objectif. Un second argument, plus géopolitique, soutient que les recompositions actuelles sont en grande partie auto-infligées. En rompant avec certains cadres sécuritaires établis, les États du Sahel auraient créé des vides prévisibles. Ces ruptures auraient fragilisé la coopération régionale, réduit l'accès à des ressources militaires et accru l'isolement diplomatique. Pour ces observateurs, la pression extérieure évoquée ne serait qu'une conséquence logique de choix souverains assumés et non une stratégie délibérée de déstabilisation. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent que les dynamiques internes comptent et que toute décision stratégique comporte des coûts. Cependant, la réponse formulée par Ibrahim Traoré repose sur un point précis. La question n'est pas de nier les faiblesses locales, mais d'examiner leur synchronisation avec des facteurs externes. Ce qui alimente son inquiétude n'est pas l'existence de violence, mais leur accélération simultanée avec des reconfigurations diplomatiques, informationnelles et économiques. Les données évoquées précédemment montrent une extension géographique rapide et une coordination accrue des attaques difficiles à expliquer uniquement par des causes internes. De même, l'apparition quasi simultanée de récits numériques similaires dans plusieurs langues, ciblant les mêmes décisions politiques, suggère des mécanismes dépassant le cadre national. Enfin, la concentration des tensions autour de zones riches en ressources stratégiques introduit une variable que les cycles historiques seuls n'expliquent
pas entièrement. La réfutation ne nie donc pas les responsabilités locales, elle affirme plutôt que les fragilités internes deviennent dangereuses lorsqu'elles sont exploitées à un moment précis et à grande échelle. C'est cette convergence, et non un facteur isolé, qui distingue la période actuelle des précédentes et qui justifie, selon cette lecture, le ton plus grave de l'alerte. À présent, il devient clair que ce n'est plus une crise isolée. Ce point marque le renversement du récit. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être interprétés comme une accumulation de dysfonctionnements connus. À ce stade, l'alerte change de nature. Ce qui se dessine ressemble moins à une série de chocs qu'à une mécanique installée. Selon Ibrahim Traoré, l'instabilité cesse d'être un effet secondaire pour devenir un levier central. Le basculement tient à un détail souvent sous-estimé. Les signaux ne progressent pas au hasard. Ils apparaissent dans un ordre précis, à une vitesse inhabituelle et sur plusieurs registres à la fois. Les attaques armées s'intensifient pendant que les récits numériques délégitiment les autorités. Les pressions économiques augmentent pendant que les institutions locales s'épuisent. Chaque élément, pris seul, paraît gérable. Ensemble, ils ferment progressivement les marges de décision. C'est ici que la notion de hiver noir prend tout son sens analytique. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, mais d'une saison longue, faite d'érosion continue. Les États restent debout, mais affaiblis. Les sociétés fonctionnent, mais sous tension permanente. La crise devient normalisée. À ce point médian, la question se resserre. Si cette dynamique se poursuit sans inflexion, les conséquences ne seront plus ponctuelles ni réversibles à court terme. Elles redéfiniront durablement la trajectoire de la région, qu'on le veuille ou non. Les effets de cette dynamique ne restent pas théoriques. Ils se manifestent déjà, différemment mais simultanément, pour plusieurs groupes clés. C'est à ce niveau que l'avertissement prend une dimension tangible, loin des discours abstraits. Pour les États, la première conséquence est une perte progressive de capacité. Gouverner ne devient pas impossible, mais plus coûteux et moins prévisible. Les priorités se déplacent vers l'urgence permanente. Sécurité, maintien de l'ordre, gestion des déplacements internes. Dans ce contexte, la planification à moyen terme recule. Ibrahim Traoré souligne que ce type de pression n'abat pas immédiatement un État, mais l'enferme dans une posture défensive où chaque décision est prise sous contrainte. Pour les entreprises, notamment celles opérant dans les secteurs miniers et logistiques, l'environnement devient paradoxal. D'un côté, l'insécurité augmente les risques opérationnels. De l'autre, elle crée des opportunités de négociation accélérées, souvent sous couvert d'urgence. Les contrats conclus dans ces conditions tendent à privilégier la rapidité sur l'équité, ce qui renforce l'asymétrie entre acteurs locaux et intérêts extérieurs. À long terme, cette logique fragilise la capacité des économies nationales à tirer pleinement parti de leurs ressources. Les citoyens ressentent les effets de manière plus immédiate. La vie quotidienne se rétrécit. Les déplacements se limitent, les marchés fonctionnent de manière irrégulière, l'accès à l'éducation et aux soins devient intermittent. Lorsque plus de 2 millions de personnes sont déjà déplacées, chaque nouvel épisode de violence alimente un cycle de peur et de résignation. Selon Ibrahim Traoré, ce climat érode la confiance collective plus vite que n'importe quel choc ponctuel. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières. L'instabilité prolongée affecte les routes commerciales, accentue les flux migratoires et redéfinit les équilibres politiques entre voisins. Les organisations régionales se retrouvent prises entre la défense de cadres existants et la reconnaissance de leur efficacité limitée. Cette tension affaiblit la cohérence collective au moment même où elle serait la plus nécessaire. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité claire. L'hiver noir évoqué n'est pas une métaphore lointaine. Il correspond à une accumulation de contraintes qui, sans rupture spectaculaire, modifient durablement les trajectoires politiques, économiques et sociales. La question centrale devient alors moins celle du diagnostic que celle de la capacité à agir avant que ces conséquences ne se figent en normes. À partir de ce point, plusieurs trajectoires restent encore possibles. Aucune n'est écrite d'avance, mais chacune repose sur des choix concrets et des réactions en chaîne déjà visibles. Ces scénarios ne sont pas des prédictions chiffrées, ils décrivent des directions plausibles si les dynamiques actuelles se maintiennent ou se modifient.
Commençons par un scénario de base. La situation se stabilise sans véritable amélioration. Les États du Sahel parviennent à contenir les violences les plus visibles, mais sans en réduire les causes profondes. Les institutions continuent de fonctionner sous tension, les déplacements de population persistent et les négociations économiques se font dans l'urgence. Dans ce cadre, l'hiver noir, décrit par Ibrahim Traoré, ne s'intensifie pas brutalement, mais s'installe comme un arrière-plan durable, rendant chaque progrès fragile et réversible. Envisageons ensuite un scénario plus favorable. Une coordination régionale plus étroite commence à produire des effets. Le partage du renseignement, des patrouilles conjointes et une position économique plus unifiée redonnent progressivement des marges de manœuvre. Les pressions extérieures ne disparaissent pas, mais elles deviennent moins efficaces face à des États parlant d'une seule voix. Ce scénario suppose une discipline politique interne forte et une capacité à résister aux gains à court terme. Il reste exigeant, mais il offre une sortie progressive de la logique d'érosion. Enfin, considérons un scénario dégradé. Les tensions s'aggravent simultanément sur plusieurs fronts. Les attaques s'étendent vers de nouvelles zones, les fractures internes s'approfondissent, et les sanctions ou ruptures diplomatiques accentuent l'isolement. Les accords économiques conclus dans l'urgence réduisent durablement le contrôle sur les ressources stratégiques. Dans ce cas, l'instabilité devient auto-entretenue. L'hiver ne se contente plus d'arriver. Il s'allonge. Ces trois futurs partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un acteur unique. Il résulte d'interactions entre décisions locales, réactions extérieures et dynamiques sociales internes. La recommandation implicite est donc moins opérationnelle que mentale. Reconnaître que l'inaction n'est pas neutre. Dans un contexte aussi compressé, ne pas choisir revient souvent à laisser d'autres décider à sa place. À ce stade, la question cesse d'être uniquement régionale. Même pour ceux qui vivent loin du Sahel, les dynamiques décrites commencent à produire des effets indirects mais concrets. L'instabilité prolongée n'est jamais confinée à un espace donné. Elle se diffuse par des canaux économiques, sociaux et politiques souvent invisibles au premier regard. Pour certains publics, l'impact se manifeste d'abord à travers les flux migratoires. Lorsque des zones entières deviennent difficilement habitables, les déplacements ne s'arrêtent pas aux frontières régionales. Ils redessinent les routes, mettent sous pression les pays de transit et alimentent des débats politiques bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui commence comme une crise sécuritaire locale devient rapidement un enjeu international de gestion humaine et sociale. Pour d'autres, ce sont les chaînes d'approvisionnement qui sont touchées. Les ressources extraites du Sahel entrent dans des secteurs stratégiques, énergie, technologie, industrie de pointe. Une instabilité persistante perturbe les calendriers, renchérit les coûts et accroît la dépendance à des accords conclus dans l'urgence. À terme, cela affecte des marchés que peu de consommateurs relient spontanément à cette région. Il y a aussi un effet plus diffus, mais tout aussi réel, sur les normes internationales. La manière dont le monde réagit à ces recompositions, soutien, pression, indifférence, contribue à définir ce qui est jugé acceptable lorsqu'un État tente de redéfinir sa souveraineté. Les précédents créés aujourd'hui servent souvent de référence demain, ailleurs. Enfin, pour le spectateur individuel, se pose une question de lecture critique. Comment distinguer information, narration stratégique et simplification médiatique ? Dans un contexte où les récits circulent vite et se superposent, l'attention portée aux causes, aux enchaînements et aux intérêts en jeu devient une forme minimale de responsabilité civique. Ce moment invite donc moins à prendre position qu'à rester attentif. Comprendre ces mécanismes, même à distance, conditionne la capacité à ne pas subir passivement leurs effets lorsqu'ils finissent, tôt ou tard, par nous atteindre. À ce stade, l'avertissement ne suffit plus. La question devient opérationnelle. Que peut-on faire concrètement pour éviter que cette dynamique ne se fige ? La réponse proposée ne tient pas en un slogan, mais en une séquence d'actions coordonnées, progressives et mesurables. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Aucune étape, prise isolément, n'est décisive. C'est leur enchaînement qui compte. D'abord, la sécurité partagée. Les États du Sahel ne peuvent plus raisonner uniquement à l'échelle nationale. Le renseignement, les patrouilles
et la surveillance des frontières doivent être pensées comme une infrastructure commune. Sans cette base, toute autre réforme reste vulnérable. Ensuite, le renforcement institutionnel. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter des effectifs, mais de restaurer la capacité de l'État à fournir des services essentiels. École, justice locale, administration territoriale. Chaque fonction rétablie réduit l'espace dans lequel l'instabilité prospère. La stabilité ne se décrète pas, elle se pratique au quotidien, puis la coordination économique. Tant que les négociations sur les ressources se font de manière dispersée, les rapports de force restent déséquilibrés. Une approche collective, même partielle, augmente la capacité de négociation et limite les accords conclus sous pression. Après cela, la maîtrise de l'espace informationnel. Cela ne signifie pas censurer, mais comprendre, anticiper et répondre aux récits qui fragilisent la cohésion sociale. L'absence de réponse laisse le champ libre aux interprétations les plus polarisantes. Enfin, la discipline politique interne, sans cohérence au sommet, aucune alliance ne tient. Ibrahim Traoré rappelle que l'érosion commence souvent de l'intérieur, lorsque les intérêts à court terme prennent le pas sur la vision collective. Cette feuille de route n'offre aucune garantie de succès. Elle définit cependant une chose essentielle, un chemin où les décisions appartiennent encore aux acteurs locaux avant que d'autres ne les prennent à leur place. Le fil conducteur de cette analyse ramène à une image simple, presque silencieuse, évoquée plus tôt. Une salle tendue, des mots pesés et un avertissement qui ne cherchait pas l'effet, mais la précision. En revenant à ce moment, le sens devient plus clair. Il ne s'agissait pas d'annoncer une fatalité, mais de nommer une trajectoire déjà engagée, souvent sans que ceux qui la vivent en aient pleinement conscience. Ce qui donne à ce discours sa charge émotionnelle n'est pas sa gravité, mais sa retenue. Ibrahim Traoré ne décrit pas un effondrement spectaculaire. Il parle d'une usure lente, de décisions différées, de compromis successifs qui, mis bout à bout, transforment profondément une région. Cette approche tranche avec les récits habituels. Plus bruyants, mais souvent moins durables. Le rappel essentiel tient dans ce contraste. L'hiver évoqué n'est pas une saison météorologique, mais un test de cohésion et de lucidité. Il mesure la capacité à reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Il interroge aussi la mémoire collective. Combien de fois des sociétés ont-elles réalisé trop tard que le basculement avait déjà eu lieu ? La conclusion ne ferme pas le récit, elle le suspend volontairement, parce que ce moment n'est pas encore figé. Les choix faits maintenant ou évités détermineront si cet avertissement restera une note de bas de page ou le point de départ d'un changement assumé. À l'issue de ce parcours, il ne reste pas une conclusion définitive, mais une responsabilité partagée. Les dynamiques décrites ne concernent pas uniquement les dirigeants ou les institutions. Elles impliquent aussi la manière dont les sociétés, à l'intérieur comme à l'extérieur du Sahel, choisissent de regarder et d'interpréter ce qui se joue. L'avertissement formulé par Ibrahim Traoré peut être perçu comme excessif, prudent ou simplement inconfortable. Mais il a le mérite de déplacer la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui a raison ou tort, mais de comprendre qui décide, à quel moment et au nom de quels intérêts. Cette distinction change profondément la manière d'aborder le débat. La discussion reste ouverte. Certains verront dans cette phase une opportunité de redéfinition historique. D'autres y liront un risque de fragmentation accrue. Les deux lectures peuvent coexister à condition d'être confrontées honnêtement, sans caricature ni simplification. C'est ici que l'échange devient essentiel. Partager des points de vue, poser des questions, comparer des analyses, permet de dépasser le réflexe de réaction immédiate. Si cet avertissement vous semble résonner avec des observations personnelles ou au contraire vous paraît discutable, le débat mérite d'avoir lieu. Parce qu'au-delà des discours et des scénarios, la véritable question demeure. Comment reconnaître un moment charnière pendant qu'il se déroule encore et non une fois qu'il est déjà refermé ?